Je voudrais qu'on continue un petit peu dans les phrases que j'ai pu trouver, que j'ai glanées ici dans le livre. Euh, j'ai beaucoup aimé cette phrase que vous parlez de naissance, et la phrase est la suivante. Euh, les mots se cherchent dans la nuit, s'attrapent par la main, s'agglutinent, s'attroupent. La lumière revient, une phrase est née. J'ai l'impression que vous décrivez l'instant de la naissance d'une phrase, parce que ça peut être la naissance d'un film, la naissance de toutes sortes Oui. de choses. Oui, oui, j'ai pris la phrase, mais en effet, oui, oui, oui. Mais on ne sait pas comment. C'est pour ça que j'aime pas l'idée de maîtrise. Parce que la maîtrise suppose qu'on sait où on va. Là, quand je parle de cette phrase, ça suppose que justement je ne sais pas où on va. Et c'est seulement lorsque j'arrive au bout que je la découvre. À ce moment-là, donc, je dis, en effet, c'est ça que je cherchais, mais je ne le sais pas avant. Votre rapport à la réalisation d'un film, Mais c'est la même chose. c'est la même chose. Alors évidemment, c'est plus difficile à faire admettre, et surtout à faire admettre par les producteurs, parce qu'ils veulent savoir où va le film. Mais il faut essayer de se protéger et essayer de protéger cette espèce de miracle possible et de changement, de bifurcation, le hasard, tous ces éléments qui sont exclus d'un projet, il faut essayer de le réinjecter dans le dos des producteurs, dans le dos des chaînes de télévision, des programmes. Est-ce que cette idée justement du hasard, est-ce que vous pensez que c'est une idée qu'il faut défendre, mais est-ce que c'était pas la même idée pour Éric Rohmer par exemple, pour aussi Jean-Luc Godard, pour finalement les cinéastes de la nouvelle vague? Là, ils sont très sensibles au hasard, hein. D'ailleurs Romer il en parle aussi. Oui, oui. Ah oui. Son dernier film notamment, j'ai rencontré Françoise Etchegara et elle me disait Éric Rohmer, il mérite son hasard. C'est-à-dire que quand il tourne une scène pour Les Amours d'Astrée de Céladon, effectivement, il attend un mouvement du vent, un mouvement des nuages, et il l'attend. Donc il le mérite, son hasard. Oui, oui, parce que le hasard, on ne le fabrique pas, par définition. Ça arrive. Mais de toute façon, ça arrive. Simplement, il faut du temps. Là encore, le temps est capital. Pour avoir 3 secondes merveilleuses, il faut attendre longtemps. On irait plus vite en fabriquant, hein. Les studios ont été faits pour ça. Justement par rapport au studio et cette démarche de contrôle de la lumière, de la contrôle de l'espace et le contrôle du temps, en quoi cette démarche vous êtes disons étrangère ou ne vous intéresse pas? La démarche La démarche justement de contrôler le temps, de maîtriser la lumière, de contrôler le... Ah, ça m'intéresse pas. Si, je m'en sers aussi. Si, je m'en sers. Je refuse rien, mais je ne veux pas être assujetti à ça. C'est quand même toujours un moyen. Or, j'observe que dans beaucoup de films, ce que moi je considère comme moyen, c'est pris comme but. Pour moi, c'est un moyen. Tous les éléments du film, ce n'est que moyen. L'image, le son, la lumière, tout ça, c'est des moyens pour traduire un effet qui est quelque chose d'insaisissable, qu'on ressent, voilà, mais qu'on ne peut pas décrire. Le cinéma, c'est pas fait pour faire des images, c'est fait pour faire ressentir quelque chose. Alors on peut se servir des images, mais on peut se servir de tout. Par exemple, pour la violence, c'est la même chose. On fait beaucoup de films pour fabriquer de la violence. Je trouve ça aberrant. Mais par contre, je trouve qu'il faut de la violence comme moyen. À ce moment-là, c'est totalement différent. En même temps, c'est vrai que en même temps, par rapport à aussi une phrase que vous citez, ou en tout cas au questionnement auquel ont été confrontés les frères Lumière dès le départ, à savoir peut-on tout montrer? Et leur réponse, je prends un raccourci, mais leur réponse n'est pas celle de non pas a-t-on le droit, mais a-t-on intérêt de montrer? Très vite, Oui, on en revient oui. à cette dualité du cinéma, à savoir d'un côté
l'envie de montrer, le besoin de montrer, et en même temps, de l'autre côté, la morale, le marché. Ben oui. Donc la préméditation, quelque part. C'était les commerçants. Voilà. C'était les commerçants, les industriels, les petits industriels. Et donc, bon, il fallait que c'est peut-être pour ça qu'il leur a servi à inventer le dispositif de la salle de cinéma où plusieurs personnes peuvent voir une même image. Et à ce moment-là, le cinéma devenait rentable. Le système d'Edison n'était pas tellement rentable. En plus, le système d'Edison, il n'y avait qu'une personne qui pouvait regarder par un petit trou où il y avait une image grande comme ça, etc. Et alors donc, les frères Lumière, ils n'inventent pas seulement le cinéma, la pellicule, comme ça, ils inventent le spectacle, et ils inventent donc le spectateur, au sens moderne du mot. C'est toujours le spectateur de lumière qui va au cinéma aujourd'hui. Le spectateur, disons, la globalité des spectateurs. La globalité des spectateurs, en fait. Voilà. L'idée collective. Oui, mais il est à la fois, il est à la fois seul et collectif. C'est ça une salle de cinéma. C'est terrible une salle de cinéma où on est tout seul dans la salle quand même. Les lumières s'éteignent, on est tout seul à regarder le film. Qu'est-ce qu'on fabrique? Inconsciemment, je crois qu'on fabrique d'autres spectateurs pour ne pas être seul, pour regarder le film. Donc les frères Lumière, ils ont inventé ça et c'est quand même prodigieux. Et puis il a inventé le noir aussi, les images qui sortent du noir, comme si il donnait une espèce d'origine mythique, une origine très spéciale aux images qui arrivent. Oui. Hitchcock disait le cinéma était né pour lui de la peur du noir. Mais voilà, c'est un peu ça aussi. On vous connaît aussi sous un aspect un peu plus provoquant parfois. Et deux phrases que j'ai notées. Alors il y a celle qui concerne Arte, puisque il y a quelques années je notais dans ces cahiers, je vous cite, la pire des choses qui puisse arriver à Arte, c'est de ressembler à Télérama. Aujourd'hui, en décembre 2007, c'est chose faite. Et puis il y a une autre phrase dans un autre domaine. Godard bande-t-il? Voilà la question qui brûle depuis un demi-siècle les lèvres de tous les cinéphiles de la planète. À leur insu, on s'en doute. Ces deux phrases sont très percutantes. Oui, elles sont provocantes, oui. Provocantes. La première, est-ce que... Bon, mais la première, c'est une vieille phrase que j'ai continuée parce que j'ai trouvé que Télérama, mais dès la naissance, était sur une mauvaise voie. Enfin, je donnais un truc que j'ai trouvé toujours. Toujours. J'ai jamais trouvé Télérama intéressant. Il y a des gens intéressants dans Télérama, des gens qui sont des gens de qualité, etc. Mais la publication de Télérama, j'ai trouvé toujours ça épouvantable. Donc, et je trouvais que Arte prenait le même chemin. Peu à peu, ça devenait la culture de Télérama qui passait sur Arte. Et je trouve que voilà, on est en plein. Vous avez toujours eu un intérêt pour la télévision de toute manière aussi. Et puis les cahiers du cinéma, c'était les cahiers du cinéma et télé. Et du télécinéma. Ça s'appelait télécinéma. C'est vous qui le rappelez ça d'ailleurs souvent, le sous-titre. Ouais. Oui, c'était ça à l'époque. C'était à l'époque de Bazin. L'époque de Bazin, ouais. Et puis moi, Bazin est mort. Moi, j'ai essayé de relancer un peu l'intérêt pour la télévision. J'ai initié une chronique, j'en ai fait quelques-uns en pensant qu'il y avait surtout parmi les jeunes, Jean Fiaschi et d'autres, pouvaient suivre ça, mais personne n'a suivi.
On a même fait un numéro spécial télévision, un numéro spécial sous Romer, télévision, des cahiers du cinéma. Ça a été le pire flop de toute l'histoire des cahiers quand même. Et pourquoi vous pensez que ça ne suscitait pas l'intérêt Parce que vous que aviez? non, mais maintenant ça a changé. Ça a changé un peu sous la pression des cinéastes américains qui maintenant travaillent aussi bien pour la télé. Quoi. Mais à l'époque, c'était deux univers qui n'arrivaient pas à communiquer. Ils n'arrivaient pas à communiquer. Il y avait le cinéma qui était du côté de l'art et la télévision du côté, au mieux, de l'information. C'est ça. Vous aviez cet intérêt pour la télévision, mais de la même manière que Godard l'a eu aussi, Jean-Luc Godard. Je me souviens notamment d'un débat télévisé après la diffusion du film Deux ou trois choses que je sais d'elle, où on voit Jean-Luc Godard qui participe à un débat assez difficile avec un ministre, je crois, Oui. je ne sais plus en fait quel ministre, mais sur justement le phénomène de prostitution et ce genre de choses. La télévision correspondait quand même à quelque chose à un prolongement, ou alors à... Est-ce qu'il y avait, disons, quelque chose de... Je crois que Godard s'intéressait à la télévision. D'ailleurs, il en a fait. Il a travaillé pour la télévision. Mais Romer a travaillé pour la télévision scolaire. Et ça, c'est son aspect pédagogique qui correspondait bien à ce que recherchait la télévision. Voilà. Et d'ailleurs, c'est grâce à Romer qu'on avait pu faire ce numéro spécial télévision, donc il voyait bien l'intérêt qu'il y avait. Mais il était le seul. Alors aujourd'hui, on vient de parler de télévision et vous êtes en train de travailler à votre première adaptation de fiction pour le cinéma. Enfin, c'est comme ça que j'ai pu le lire dans Libération, une adaptation de l'inadaptable Bataille. Oui. Oui, donc c'est pas une adaptation. Déjà. Non. Quel est ce projet, si vous pouviez nous en parler un peu? Le projet, c'est de pouvoir faire un film qui se servirait, un film qui contiendrait le bleu du ciel de Bataille, mais qui le tiendrait à l'intérieur du film, qui n'essaierait pas, un film qui n'essaierait pas d'adapter le livre, mais qui tenterait de l'accueillir. Or, pour accueillir un livre de Bataille, comme certains livres de certains auteurs, il faut savoir que l'intérêt de ces livres-là passe d'abord par le style et par l'écriture. Or, d'habitude, c'est la première chose dont on se débarrasse dans une adaptation. On garde des images, on garde ce que ça représente, et puis après on travaille. Mais là, on ne peut pas le faire, parce qu'après, il ne reste rien. Donc, il faut garder l'écriture. Et donc, on travaille à ça, ou alors fabriquer des images, etc., mais à condition que ce ne soient pas des images qui viennent du livre. Mais par contre, ce sont des images qui pourraient en parler. Voilà. Ça ne serait pas une traduction, ce ne serait pas une adaptation, ce serait pas... Est-ce que vous travaillez sur ce que vous disiez d'ailleurs par rapport à la caméra, vous disiez la caméra rajoute tout ce que le papier élimine, à savoir les silences, les regards, les rires, les gestes, les intonations, qui colorent l'expression des idées ou les polluent. Donc. Oui, et là, on travaille avec des éléments qui n'appartiennent pas à ceux du livre. Et ça, c'est très bien. Les livres, il a les mots. Et même les tentatives mallarméennes de disposer des mots sur une page en laissant des espaces, essayer d'introduire des espaces dans un poème comme a fait Mallarmé avec le coup de dé, c'est très rare. Le coup de dé, c'est évidemment génial, mais ça ne peut pas être refait tout le temps. Et, tandis qu'au cinéma, on a une possibilité formidable dont le cinéma se saisit assez peu. C'est tout ce que les gens, la réalité, etc., fournit comme éléments. On parlait des silences, voilà, les silences, les regards, les durées d'un regard, travailler dans des choses comme ça, des sons.
des sons qui peuvent venir parasiter ou masquer une phrase. Et là-dedans, ça produit, tous ces éléments ensemble produisent une écriture alors vraiment spécifique, qui n'appartient qu'au cinéma. Ça, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à ça. Alors on peut soit sélectionner ces éléments, comme avait fait Bresson, soit au contraire en accueillir beaucoup, comme moi je tente de faire, un peu dans toutes les directions, parce que je ne vois pas pourquoi je me priverais de l'envie d'essayer quelque chose. Voilà, comme je n'ai pas un projet de film spécifique, et que si dans la mesure où il y a un film qui naît, ça vient des moyens, c'est moi de tout ce que je triture, donc j'ai aucune raison, comme j'ai pas de but en somme, j'ai aucune raison de sélectionner les choses. J'en prends, j'en laisse, je fais ce que je veux. Et puis après je vois. Et après je dis tiens, ça a fabriqué quelque chose. Mais l'idéal c'est d'être le premier surpris, et c'est ça qui arrive, c'est ça qui est formidable dans le hasard, c'est qu'on est le premier surpris. Mais si je fabrique quelque chose, je ne suis jamais surpris. Alors, si je ne suis pas surpris, pourquoi je fais? Être surpris et être surpris par ce que l'on fait, ce que l'on produit, c'est quelque chose qui vous anime, c'est ce qui vous anime? L'effet produit. La surprise, vous parliez de la surprise. Oui, enfin, les gens l'effet, oui. Oui, il n'y a que ça qui compte. Le film, c'est un effet, c'est quelque chose, c'est ce qu'on ressent. Mais ça n'a rien à voir avec les effets spéciaux, qui au contraire, là, sont le résultat d'intention, de maîtrise, etc. C'est pour le contraire. C'est ce que vous disiez aussi dans le livre, trop de magie tue le cinéma. Mais voilà, c'est un peu ça aussi. Voilà. Parce que la magie, c'est quelque chose de... C'est de l'ordre de la maîtrise, la magie. C'est des tours de cartes. Moi, j'aime bien faire des tours de cartes. C'est de la magie. Et donc, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le contraire de ça. Super. Alors c'est bien le mot magie, image, voilà, on a un jeu de mots là qui dit bien les deux choses qu'il faut fuir au cinéma. L'image, la magie. Parfait, merci beaucoup.